volonté de contrôle et évidemment une envie de savoir exactement. J'ai tendance à beaucoup préparer mes films, mais j'aime tout ce qui m'échappe. Enfin, au fond, je prépare beaucoup aussi pour laisser la place aux accidents. C'est-à-dire que j'ai la sensation d'avoir moins besoin de me prouver à moi-même avant toute chose que je suis réalisatrice. Et donc j'ai l'impression que ma mise en scène est moins démonstrative de ce côté-là. Et donc j'accepte l'idée qu'elle soit plus simple, en apparence en tout cas, puisqu'elle reste très réfléchie, mais c'est pour ça que je dis qu'effectivement j'ai beaucoup vu et lu Claude Sautet en préparant ce film, et j'ai appris beaucoup de ça de lui, de sa mise en scène, qui est d'une apparente simplicité, mais qui est au fond très réfléchie, mais sans esbrouf, quoi. Voilà, il va à l'essentiel. Je m'autorise effectivement, on va dire, une forme de fantaisie. C'est-à-dire que j'essaye d'être toujours au plus juste dans les rapports qu'entretiennent les personnages les uns avec les autres, dans ce que l'histoire raconte, mais je m'autorise à décaler un peu du réel, d'une forme de naturalisme, comme on pourrait dire. Je m'autorise à sortir du cadre, parfois un peu, et c'est souvent effectivement à travers des personnages. Alors c'était beaucoup plus simple pour moi quand j'avais des enfants dans mes films, parce que dans Du vent dans mes mollets, deux petites filles, forcément ça peut partir dans une forme d'onirisme qui choquera personne. Dans celui-là, c'était un risque à prendre. D'ailleurs, mon producteur est à mes côtés. On s'est posé la question, quand j'ai choisi Esteban, qui est très singulier, très particulier, et qui dénotait par rapport aux autres acteurs, est-ce qu'on prend au fond ce risque-là de ce décalage, et au final, je ne regrette pas une seconde. C'est compliqué parce qu'il faudrait que j'ai du recul sur moi-même pour dire c'est ma marque de fabrique. Moi, je découvre mon univers au fur et à mesure que je le fabrique. C'est juste que je crois que la métaphore m'amuse. J'aime bien en user dans la vie. J'aime bien. C'est quelque chose de l'ordre du jeu. Je suis assez fondue de psychanalyse aussi en général, donc ça va avec. Voilà, je trouve ça drôle, je trouve plutôt amusant que le spectateur soit complice de cette métaphore, c'est-à-dire que ce soit des métaphores assumées, et que ce ne soit pas juste des choses inconscientes qu'on fait passer. Voilà. J'avais envie de parler des pères, parce que dans ma vie personnelle, j'avais une rencontre avec mon propre père, mais une rencontre au sens... on se connaissait très bien, on se voyait régulièrement, mais au sens de la rencontre, comme on peut rencontrer ses parents à n'importe quel âge de sa vie, voire même quand ils sont morts, je pense. Et du coup, j'ai imaginé... en fait, le point de départ quand même du film, c'est que quelqu'un m'a raconté une histoire. Il a découvert à 50 ans que son père n'était pas son père, et il s'est mis en quête de son père biologique, etc., etc. Donc je me suis inspirée de cette histoire-là. Et cette histoire m'a touchée, et ce qui m'a touchée, c'est le rapport de cet homme avec ses deux pères, et ce que ça pouvait interroger sur, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'être père? Est-ce que c'est avoir élevé son enfant? Est-ce que c'est les liens du sang qui nous lient à nos parents avant toute chose? Est-ce que j'avais une réponse déjà? J'avais ma propre réponse, mais... Et puis voilà, il y a toutes les déceptions, tout ce qu'on projette. C'est pas un film si c'est un film à thèse, c'est une thèse malgré moi. C'est-à-dire qu'ensuite, petit à petit, on a construit des personnages autour. Le personnage qui est incarné par Esteban, le personnage qui est incarné par... chacun des pères est dans le rapport à leur propre fille. Sont nés petit à petit, et ils font écho, mais... c'est pas une étude sociologique, quoi. Voilà. C'est juste... et si au final ça raconte, il y a un panel de pères, on va dire, avec des sensibilités différentes, ça m'échappe un peu au fond. Moi, j'ai la sensation que les mères brillent par leur absence dans le film, et qu'elles leur manquent au fond. Oui. Parce que justement, le personnage de François Damien vit
en couple quasiment avec sa fille. Personne n'est à sa place. Le personnage de Cécile de France vit, elle aussi, à sa manière, forme un espèce de couple avec son propre père. Et du coup, il comble un manque. Absolument. Et les filles comblent le manque de femmes. Et du coup, elles ne peuvent pas s'émanciper, ou alors elles sont, Alice, Juliette dans le film, et provoque son père en ne voulant pas avoir de père pour son enfant. Elle raconte quelque chose à son père en faisant ce choix-là aussi. Elle le pousse dans ses retranchements. Et au final, c'est cette histoire d'ADN qui fait que tout le monde va retrouver quelque chose qui est de l'ordre de sa place, de sa juste place, même si, c'est quoi avoir sa juste place dans une famille. J'avais ça déjà dans la tête de maman, mon premier long métrage. Et sur Du vent dans mes mollets aussi, c'est-à-dire que c'est quelle est la place à laquelle nos parents nous mettent et comment faire pour s'en émanciper et trouver sa juste place au sein d'une famille, et ensuite ce qui peut permettre de créer la sienne éventuellement. Il y a une musique qui était là dès le scénario, c'était le Papageno de Mozart, et qui était vraiment uniquement là au départ dans mon esprit parce que ça répète papa, 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 papa tout le temps, et j'ai dû aller voir la flûte enchantée à ce moment-là à l'opéra alors que j'étais en écriture, et ça a fait tilt, voilà, tout bêtement. Et il se trouve que ça fonctionnait quand on l'a mis. Donc, voilà, le Vivaldi qui au démarrage du film, c'était une musique que j'avais entendue quand j'étais très jeune sur le film de François Truffaut, L'Enfant sauvage, et c'est une musique qui m'avait énormément touchée et que j'avais en tête depuis longtemps, et voilà, je l'ai essayé là. J'avais envie d'une musique à la fois dynamique et mélancolique pour démarrer le film, qui soit en demi-teinte comme ça. Voilà. Et il y a celle dont on me parle beaucoup, c'est la chanson qu'écoute à un moment le personnage de Joseph Lefkin, c'est le Tiribim Tiribom des Barry Sisters, qui est une musique traditionnelle yiddish en l'occurrence, et c'est une musique pareille qui est pour moi, qui a aussi ce mélange-là d'énergie, de mélancolie. En plus, elle parle de la famille. Alors, je ne pourrais pas vous traduire les paroles exactement, mais et voilà. Donc ça n'a été pas simple pour Eric de jongler entre toutes ces musiques et de faire sa place, mais en même temps, c'était génial de retravailler avec lui. C'était déjà mon collaborateur sur Du vent dans mes mollets. Et à lui, je lui ai demandé de s'inspirer, entre autres, de musique des comédies sentimentales des années 70, qui ont baigné mon enfance. Et il y avait entre autres une musique qui avait été écrite par Michel Berger pour Tout feu, tout flamme, qu'on a essayé assez rapidement sur le film et qui fonctionnait bien. Voilà. C'est toujours ce mélange de musique un peu gaie, un peu triste, mais qui ressemble finalement à l'esprit du film, où on a de cesse comme ça de passer de l'un à l'autre.